Bonjour Hugues Rançon. Bonjour. On sait bien que vous soyez là ce matin parce que vous allez pouvoir nous éclairer sur le calendrier des baisses d'impôts, parce qu'il faut dire que c'est un peu flou. Le Premier ministre a annoncé une baisse d'impôts de 7 milliards qui reprend en réalité des baisses décidées par la majorité précédente, par le gouvernement de Manuel Valls. Alors, on a appris aussi au moment du discours de politique générale que la taxe d'habitation, ce serait pour plus tard. Est-ce que vous pouvez résumer ce matin en disant qu'il faut des baisses d'impôts dès 2018? Je crois que les choses ont été très clairement dites pendant la campagne présidentielle par Emmanuel Macron. Il faut redonner du pouvoir d'achat aux Français. Cela passe par des mesures fiscales, évidemment, notamment sur la taxe d'habitation qui était au cœur du programme présidentiel pour exonérer 80% des foyers de cette taxe d'habitation. Et puis il y a des mesures particulières à prendre, considérant que la pression fiscale a été augmentée ces dernières années et qu'aujourd'hui la situation des comptes publics est assez paradoxale. On doit faire des économies. On doit essayer d'assainir la situation des comptes publics, mais cela ne doit pas se faire sur le dos des contribuables. Et la priorité qui est celle du pouvoir d'achat sera évidemment dès le projet de budget pour 2018. Vous avez raison de reprendre les fondamentaux, c'est-à-dire la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Après le discours de politique générale, vous le savez bien, il y a eu ce sentiment que... pour les bonnes nouvelles, il faudrait attendre. Est-ce que vous nous dites ce matin que sur la taxe d'habitation, les bonnes nouvelles, ce sera pour l'an prochain? Je vous dis que les bonnes nouvelles, ce sera au plus vite, évidemment, que le Premier ministre a commandé un audit auprès de la Cour des comptes, que cet audit a été rendu la semaine dernière, qu'il est douloureux dans son diagnostic sur la situation des finances publiques de la France, mais qu'il est aussi salutaire, puisqu'il nous permet de savoir quelle est la situation réelle du pays aujourd'hui. Et sur la base de cet audit, les grandes mesures budgétaires seront annoncées par le gouvernement d'Édouard Philippe. Gérald Darmanin en a dressé les grandes lignes dans la presse ce week-end, et le Parlement aura évidemment à se prononcer. L'urgence aujourd'hui, c'est d'apporter des réponses concrètes aux Français en matière d'emploi, en matière de pouvoir d'achat et d'agir vite. Vous parlez de calendrier. Je crois qu'aujourd'hui, on a une exigence particulière qui est celle de la rapidité de l'action. On est attendu sur cette rapidité-là. La rapidité et l'action, ça dérange certains, notamment quand il s'agit de la réforme sur le Code du travail. Je pense bien sûr à Jean-Luc Mélenchon qui dit que c'est un coup d'État social. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale. Les débats commencent aujourd'hui à l'Assemblée sur le Code du travail. Est-ce que vous dites qu'il faut aller vite, mais est-ce que vous entendez cette critique qui est formulée par une partie de vos oppositions, en particulier à gauche, qui disent « mais attendez, laissez-nous le temps de faire des amendements, laissez-nous le temps de la discussion ». Je crois que les choses ont été dites là encore pendant la campagne présidentielle. Jamais personne ne s'est caché derrière son petit doigt. Emmanuel Macron a dit qu'il voulait agir par ordonnance et qu'il le ferait dès l'été. Parce que l'urgence, c'est de remettre de l'essence dans le moteur, c'est de recréer de l'activité économique. Et de cette activité économique dépendront toutes les avancées sociales, notamment du quinquennat. L'urgence, c'est vraiment de pouvoir avancer vite. Il y a eu une élection présidentielle, il y a eu ensuite, sur la base de ce programme qui n'a pas évolué d'un iota, une élection législative qui a dessiné une large majorité pour La République En Marche. Les choses ont été dites. Il s'agit maintenant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Et vous savez qu'il va falloir quand même leur tendre un petit peu le micro pour qu'ils s'expriment, les oppositions. Bien sûr. C'est pas parce qu'il y a eu une élection présidentielle qu'il n'y a plus de discussion. En tout cas, c'est ce que vous dit Jean-Luc Mélenchon. Il vous dit attention, vous touchez à quelque chose de très précieux. C'est le Code du travail. Il peut y avoir des amendements. Est-ce que vous regrettez, par exemple, que la majorité ait rejeté tous les amendements qui concernaient ce texte-là? Il y a une discussion en commission, il y aura une discussion en séance. Ce qui est sûr, c'est que Jean-Luc Mélenchon appelle au dialogue et à l'écoute réciproque. Je saisis cette main tendue. J'écoute aussi ce que nous a dit le Premier ministre ce week-end. Il faut avancer dans l'écoute bienveillante. On croit, vous le savez, à La République En Marche, à la bienveillance, à l'intelligence collective. Et c'est dans cet esprit qu'on va essayer d'aborder ce sujet. C'est quoi un vice-président de l'Assemblée nationale bienveillant? C'est un président qui va essayer d'abord de suppléer le président de Rugy. C'est de faire vivre le débat au sein de l'Assemblée nationale. C'est de pouvoir aussi considérer que l'exemplarité des comportements dans l'hémicycle, c'est un sujet important. Je crois que... Vous pensez à quoi quand vous dites ça? Non, je pense qu'aujourd'hui, pour tous ceux qui arrivent dans l'hémicycle, comme c'est mon cas, et on est plusieurs centaines de La République En Marche à être élus pour une première fois à l'occasion de ce mandat législatif, on peut être parfois surpris de la véhémence des propos dans l'Assemblée, parfois même de la violence ou des réactions. Déjà, vous l'avez été surpris la semaine dernière? Voilà, je crois qu'il faut savoir s'écouter, savoir discuter. La politique n'est pas un combat. On peut être adversaire politique et avoir un respect de la proposition de l'autre. C'est dans cet esprit qu'a mené campagne Emmanuel Macron et c'est dans cet esprit que nous voulons mener cette législature. Vous savez à quoi ça ressemble?
Aux bonnes résolutions de début d'année. Mais il vaut mieux avoir de bonnes résolutions que de mauvaises, ou en tout cas on part de ce pied-là. Mais est-ce que vous en avez conscience de ça? Vous dites sur la durée, ce sera compliqué à tenir cette espèce de charte que vous êtes fixée? Pour nous, c'est de pouvoir faire en sorte que la révolution démocratique qui a été initiée par Emmanuel Macron, où on fait rentrer la société civile au Parlement, où on arrive avec une forme de fraîcheur, d'expertise sur des sujets particuliers, c'est de pouvoir faire en sorte que ça puisse vivre dans la durée. Est-ce que cette fraîcheur va être plus forte que l'institution? Est-ce que l'institution va écraser justement la nouveauté et le renouvellement? C'est tout l'enjeu, et j'espère justement que les parlementaires de cette législature pourront s'inscrire dans une nouvelle façon de faire de la politique. C'est bien là notre objectif, c'est de faire différemment. Parce qu'on a une obligation de résultat. Les Français nous attendent sur les résultats en matière de politique économique, de politique sociale, mais on a une obligation de résultat aussi en matière de comportement pour faire de la politique autrement. Alors ce week-end, Édouard Philippe retrouvait les marcheurs de La République En Marche. C'était sa première convention. Il a clairement, lui, fait campagne pour une autre famille politique. On va utiliser l'expression de pièce rapportée, on va le dire comme ça. Est-ce qu'il a su se faire accepter, Édouard Philippe? Il est pleinement accepté. Il a reçu les parlementaires de la majorité la semaine dernière. Il est venu ce week-end assister à la convention de La République En Marche et nous délivrer un propos de mobilisation. Vous savez, la logique qui est la nôtre est celle du rassemblement. Il faut rassembler quels que soient les horizons. On a des parcours politiques différents. Vous avez rappelé le mien tout à l'heure. On a des horizons personnels, professionnels différents. Ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est de pouvoir se rassembler parce que les oppositions stériles ou systématiques ont montré qu'elles étaient inefficaces. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut faire de la politique autrement. Il faut se rassembler au seul bénéfice des Français et de la politique que nous pouvons mener pour faire que ce pays aille mieux. C'est vrai, vous avez été conseiller social de Jacques Chirac. Pourquoi vous vous êtes jamais engagé dans un parti politique? Parce que jusqu'à présent, les choses ne me paraissaient pas convaincantes. Je suis très très fier de ce parcours auprès de Jacques Chirac. J'y ai acquis, je crois, une forme d'expérience du rouage des pouvoirs publics, du fonctionnement des pouvoirs publics. Mais j'ai aussi pu voir de l'intérieur que les oppositions systématiques et stériles ne permettaient pas d'avancer. Quand une mesure proposée par la droite est proposée par la droite, elle est systématiquement, elle s'oppose systématiquement à la gauche. Et inversement, je crois qu'il faut maintenant sortir de ces vieux clivages et avancer pour mener les réformes indispensables qui n'ont jamais été menées. Vous vous dites je me lance dans une carrière, ou vous dites je fais 5 ans et on verra bien? Vous savez, quand on se lance auprès d'Emmanuel Macron, on a un esprit de mission. Et je me situe dans cet esprit de mission pour pouvoir faire en sorte que le pays aille mieux dans 5 ans qu'il ne va aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous.